3, 2, 1. Voilà, Madame, Messieurs, bonjour ou rebonjour à celles et ceux qui étaient présents parmi nous déjà ce matin pour d'autres conférences. Nous sommes réunis de nouveau pour parler d'un défi à relever, à savoir garantir l'accès de tous à l'eau. Une conférence qui est pilotée par l'Agence de l'eau Loire-Bretagne, qui fera l'objet d'une suite de présentations avec un certain nombre d'intervenants que je vais vous présenter dans un instant, qui sera suivi d'un échange avec vous, comme le veut la tradition de ces conférences cyclo. Et comme c'est toujours le cas ici pour cette édition 2022 à Vichy. Je vais donc inviter sans tarder à me rejoindre sur cette estrade Monsieur Hervé Gilliard, qui est chef de projet Relations internationales, planification à l'Agence de l'eau Loire-Bretagne. Madame Anne-Sophie Douza, qui est chargée de promotion de la francophonie économique et des partenariats avec la Côte d'Ivoire pour la région Auvergne-Rhône-Alpes. Monsieur Alain Tidière, qui est directeur de l'association Corail. Monsieur Khalid Alami, qui est directeur international de Ameten, un bureau d'études en environnement, dont il nous dira quelques mots en présentation tout à l'heure, ainsi que monsieur Patrice Rilly, qui est PDG de l'entreprise Paratronic, que vous nous présenterez également en temps utile. Merci messieurs, merci madame pour votre présence. À propos de ce sujet qui nous concerne tous et qui va nous emmener sur le territoire de la coopération internationale. Et à travers vos interventions, nous évoquerons notamment cette coopération internationale. Alors, en vue de garantir l'accès de tous à l'eau, comme l'indique le titre de notre conférence, mais aussi à l'assainissement, et d'assurer une gestion durable des ressources en eau dans le monde, notamment d'ici 2030, avec un certain nombre d'ambitions que vous pourrez préciser. Au programme de cette table ronde, les enjeux liés à l'eau, avec quelques rappels, je pense, qu'il sera intéressant de faire en préambule. L'appel à projet nouvelle coalition d'acteurs dans le secteur eau et assainissement en Afrique francophone. Présentation qui nous sera faite par Mme Douza en particulier, avec la région Auvergne-Rhône-Alpes et les agences de l'eau. Et pour commencer, sans transition, je vais vous proposer, après ces quelques mots en introduction, de parler stratégie internationale des agences de l'eau avec M. Gilliard, donc chef de projet Relations internationales, planification à l'Agence de l'eau Loire-Bretagne. À l'appui de quelques chiffres, M. Gilliard, vous nous parlerez notamment de cadres d'intervention, des leviers d'action pour accompagner et favoriser l'engagement des collectivités et des ONG, mais aussi des outils et dispositifs disponibles pour faciliter cet engagement. Je vous laisse vous saisir de votre micro ainsi que de la télécommande qui vous permettra d'avancer et de piloter vous-même votre présentation pour une dizaine de minutes. Merci d'avance. Merci beaucoup. Je salue tout le monde aujourd'hui et merci de participer à cet atelier. Donc, ce que je vais faire assez rapidement, c'est effectivement présenter les grands enjeux de l'action internationale, notamment des agences de l'eau. Puis je vais élargir bien sûr aux partenaires qui sont avec nous aujourd'hui. Peut-être en commençant par dire peut-être quels sont quel est un petit peu le cadre déjà de départ de l'action internationale de l'Agence de l'eau Loire-Bretagne, mais aussi de l'ensemble des agences de l'eau. Vous savez que les agences de l'eau interviennent principalement sur le territoire du bassin Loire-Bretagne, mais il y a une loi, la loi de Houdin-Santini de 2005, qui a donné la possibilité aux agences de l'eau de consacrer jusqu'à 1% de leur budget dans des actions de solidarité internationale en matière d'eau, d'accès à l'eau et à l'assainissement. Donc c'est quelque chose qui est mobilisé depuis le départ par les différentes agences de l'eau et aujourd'hui on n'est pas loin d'utiliser 1% de nos recettes dans ces actions-là. On accompagne des porteurs de projets de nos bassins. Alors très rapidement sur les enjeux pour dire effectivement qu'on contribue au même titre que des acteurs publics, des acteurs privés, associatifs, etc., à la cible donc, de l'agenda 2030 qui fixe donc des objectifs relativement ambitieux en matière d'accès à l'eau potable et à l'assainissement dans le monde.
et notamment de permettre d'ici 2030 que tout le monde ait un accès à l'eau potable, mais aussi à des services d'assainissement et d'hygiène. Donc c'est quand même un enjeu et un défi assez important et énorme, mais on a une cible et c'est important de travailler collectivement pour atteindre cette cible-là. Également pour dire, dans le contexte d'une intervention un petit peu globale, c'est qu'on travaille dans un cadre, puisque donc on a une loi qui a été mise à jour, une loi relative au développement solidaire et à la lutte contre les inégalités mondiales qui a été mise à jour le 4 août 2021, qui, je dirais, remet un petit peu d'ampleur, de dynamique dans les actions en matière d'aide publique au développement, puisque la cible notamment financière a été rehaussée avec l'objectif d'atteindre 0,7% du revenu national brut donc en matière d'aide publique au développement. Donc les différents partenaires sont invités à s'engager davantage, et notamment les agences de l'eau qui font partie de l'écosystème partenarial. Et puis par ailleurs, les différentes agences de l'eau, on est 6 en France, les agences de l'eau ont aussi rédigé, élaboré une stratégie de coopération internationale de manière à justement pouvoir faire connaître quelles étaient nos actions en la matière, et aussi quelle était un petit peu notre originalité, dans la mesure où on est un opérateur public spécialisé dans le domaine de l'eau, avec également des compétences techniques et pas que financières, et où on est amené à travailler en direct avec des partenaires du Sud. Également le cadre pour dire qu'on est dans un cadre partenarial extrêmement, je dirais, riche. Alors je ne vais pas tout détailler, mais simplement pour dire qu'on travaille déjà dans un cadre national avec un certain nombre d'acteurs qui apportent, je dirais, une coordination. Le ministère de la Transition écologique, on travaille avec le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, mais aussi entre nous, entre agences. On harmonise nos actions de manière à être le plus efficace, le plus informé possible et le plus pertinent possible. On travaille aussi avec, bien sûr, les grands partenaires financiers et techniques. Alors, bien sûr, avec l'Agence française de développement, qui est le premier opérateur financier en matière d'aide publique au développement. Nous, à côté de l'AFD, on est sur des contributions plus modestes, mais aussi avec des partenaires comme la région, Auvergne-Rhône-Alpes, et notamment dans le cadre de l'appel à projet dont va vous parler Anne-Sophie Douza, notamment sur la nouvelle coalition d'acteurs, avec l'idée, je dirais, de mutualiser nos efforts à la fois financiers, mais aussi techniques, de manière à avoir des projets pertinents qui embarquent des partenaires qui s'inscrivent dans le temps, dans les pays où on est amené à intervenir. Et puis bien sûr, on travaille avec des réseaux multi-acteurs pour, je dirais, avoir des supports d'information et de diffusion de nos actions. Et puis aussi, bien sûr, l'essentiel avec les porteurs de projets, à la fois sur le bassin, parce que c'est quand même nos interlocuteurs directs, les collectivités territoriales, les associations qui sont nos porteurs et qui s'engagent et qu'on accompagne dans leurs projets de solidarité internationale. Et puis des partenaires internationaux également, puisqu'on travaille aussi en direct avec des autorités étrangères pour les appuyer dans la mise en œuvre de leur politique de l'eau. Donc les leviers d'action que j'ai rapidement ébauchés à l'instant, alors deux grands leviers, je ne vais pas détailler les 4, mais deux grands leviers principaux. La coopération institutionnelle où les agences de l'eau sont amenées à travailler, à, je dirais, passer des partenariats avec des autorités étrangères en charge de la politique de l'eau, pour les appuyer justement sur comment améliorer la connaissance, comment faire en sorte de définir des actions prioritaires sur des bassins versants, comment faire face aussi à la problématique du changement climatique. On apprend évidemment autant de notre côté que de leur côté. Donc aujourd'hui, on a une vingtaine de partenariats actifs en Afrique de l'Ouest principalement, mais aussi en Asie et en Amérique du Sud. Et puis le deuxième grand levier d'action des agences de l'eau, donc la coopération décentralisée et la solidarité internationale, où on est amené, dans le cadre de la loi Oudin-Santini, d'aider financièrement les collectivités, les associations françaises donc de nos territoires. Donc on est sur une action qui est vraiment ancrée sur nos territoires pour justement favoriser aussi l'accès à l'eau potable et à l'assainissement dans des pays qui en ont besoin. Et puis voilà, action d'urgence et participation aux grandes rencontres internationales qui sont plus anecdotiques, mais je pourrais en parler si vous le souhaitez. Quelques chiffres clés, alors c'est à l'échelle des 6 agences, c'était l'idée de montrer quand même que ce type d'intervention n'est pas forcément très bien connu du grand public, et donc ça permet quand même de replacer un petit peu les choses dans leur contexte et de voir que c'est relativement significatif, puisqu'en 2021, à l'échelle des 6 agences de l'eau, c'est donc 15 millions d'euros qui ont été engagés en matière de solidarité internationale, en matière de subventions, avec 40 pays qui ont été bénéficiaires, et puis
240 projets de solidarité qui ont été accompagnés par les agences de l'eau, principalement en Afrique de l'Ouest et à Madagascar. Et puis un chiffre sur la période de nos 11e programmes d'intervention, où on a dédié 101 millions d'euros en matière d'enveloppe à ces opérations de solidarité internationale, ce qui montre qu'on est quand même sur des choses relativement significatives. À l'échelle du bassin Loire-Bretagne, pour vous dire que Loire-Bretagne est engagée dans 5 partenariats actifs en direct avec des autorités étrangères qui sont en charge de la politique de l'eau, donc notamment Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Brésil, Laos et Cambodge. Que depuis 2005, on a accompagné des porteurs qui ont permis à 4 millions de personnes de bénéficier de services d'eau et d'assainissement améliorés. Et puis depuis 2013, alors là c'est vraiment de la cuisine un peu plus interne, mais pour vous dire que systématiquement on consomme l'enveloppe de plus de 3 millions d'euros par an qu'on mobilise en matière de solidarité internationale, que les projets sont autour de 120 000 euros pour une aide moyenne de 50 000 euros. Alors aujourd'hui on est principalement sur de l'accompagnement associatif à hauteur de 85%, mais ça ne veut pas dire que les collectivités ne sont pas là. Généralement, les collectivités, elles financent dans les plans de financement, et certaines sont aussi amenées à accompagner en direct, mais on est quand même principalement sur des projets associatifs. Et puis avec une particularité sur le bassin Loire-Bretagne, qui est qu'on a des opérations qui sont plutôt orientées vers l'ouest. On a alors c'est pas un déséquilibre, mais c'est historique, avec voilà, un dynamisme à l'ouest du bassin qui est beaucoup plus important. Et puis pour terminer, c'était simplement pour vous donner un exemple d'axe stratégique majeur que l'on essaie, nous, de pousser les agences de l'eau dans le cadre de notre stratégie, qui est justement de faire du lien entre, d'une part, ce que j'ai qualifié de partenariat institutionnel quand on travaille avec des autorités étrangères à l'échelle de grands bassins versants ou à l'échelle nationale, et puis de l'autre, les porteurs de projets, les projets qui se font à des échelles des communes, des villages, et qui consistent à améliorer l'accès à l'eau potable et à l'assainissement. Et notre grand objectif est de pouvoir faire du lien entre ces deux leviers, de manière déjà à ce que les gens puissent se parler, c'est-à-dire qu'on ait aussi un partage d'informations aux différentes échelles, parce qu'on se rend compte que parfois, les acteurs de l'aide publique au développement, quand ils interviennent à différentes échelles, se discutent pas entre eux, ça c'est le premier point. Et ce qui nous paraît également important, c'est qu'ils puissent partager l'information. Nous, quand on travaille avec des autorités étrangères, l'objectif, c'est d'améliorer la connaissance sur la ressource. Est-ce qu'elle est suffisamment disponible? Où est-ce qu'elle est suffisamment disponible? Et quelles priorités d'action on définit? Et l'idée, c'est aussi que les porteurs de projets qui interviennent localement sur la question de l'eau potable et de l'assainissement puissent connaître ces priorités-là et intervenir en connaissance de cause, voire éventuellement ajuster leur projet. Donc ça, c'est quelque chose qui, pour les agences de l'eau, est fondamental aujourd'hui. Voilà, je vous remercie de votre attention. J'en ai terminé avec ma présentation. Merci à vous, Monsieur Gilliard, pour cette première intervention qui nous permet de planter le décor général et déjà de vous faire apercevoir, entrevoir un certain nombre de dispositifs d'accompagnement possibles sur lesquels nous reviendrons probablement. Je vais donc proposer maintenant à Madame Anne-Sophie Douza, qui est chargée de promotion de la francophonie économique et des partenariats avec la Côte d'Ivoire, en particulier pour la région Auvergne-Rhône-Alpes, qui va nous présenter en particulier l'appel à projet tripartite entre la région, les agences de l'eau Loire-Bretagne et Rhône-Méditerranée-Corse, à cheval sur ces deux bassins. Vous intervenez géographiquement à cheval sur ces deux bassins et vous nous direz notamment les objectifs de cet appel à projet et en quoi il est particulièrement innovant. Je profite de cette transition pour rappeler à nos participants, à nos invités que nous procéderons à la suite de ces présentations avant d'inviter nos participants à vous poser des questions éventuellement à l'issue de ces présentations. Donc n'hésitez pas d'ores et déjà à imaginer les questions qui pourraient concerner tel ou tel de nos intervenants. Et puis deuxième précision, comme vous le savez peut-être, cette conférence est enregistrée en vidéo et sera disponible sans montage, sans coupure, en replay sur le site de Cyclo. Donc vous pourrez même vous-même promouvoir les liens à tout public intéressé ou concerné par vos propos. Madame Douza, je n'en dirai pas plus, je vous laisse intervenir en une dizaine de minutes également. Très bien. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, je vous proposerai juste de... Petite astuce, hein, si vous le permettez, voilà, de maintenir votre micro toujours à la distance, à la même distance en le posant sur le menton et ce sera très confortable pour tout le monde. Très bien. Donc bonjour à tous. Donc effectivement, je travaille au sein de la direction des relations internationales de la région Auvergne-Rhône-Alpes. La politique à l'international de la région est vraiment assise sur 3 piliers. Le premier est le pilier européen, notamment avec les partenariats frontaliers.
Le deuxième pilier est la francophonie. La francophonie donc, qui permet d'unir effectivement des pays sur l'ensemble des 5 continents. Et particulièrement, c'est vrai qu'on a beaucoup de partenariats actifs au niveau de la zone Afrique francophone. Et le dernier pilier, donc, ce sont des partenariats qu'on appelle grand large, qui vont plus ouverts sur d'autres parties du monde. Donc, la région, effectivement, a installé depuis maintenant 2 ans cet appel à projet qui s'intitule « Nouvelle coalition d'acteurs dans les secteurs eau et assainissement en Afrique francophone » et qui répond à 2 principaux objectifs. Le premier objectif est d'améliorer l'accès à l'eau et à l'assainissement pour les populations. Je ne vais pas trop m'éteindre, c'est vrai que le propos a été vraiment développé par Hervé. On a été effectivement beaucoup sollicité sur ces questions dans le cadre de nos partenariats bilatéraux sur la zone Afrique. Et on porte aujourd'hui un certain nombre de projets, donc soit en Côte d'Ivoire avec notre région partenaire dans le Bélier, en Mauritanie avec la région du Tagan, et aussi au Burkina Faso avec la région des Hauts-Bassins. Ces questionnements qui ont été vraiment portés par les élus dans nos régions partenaires nous a amenés à vouloir porter une action un peu plus large et qui, pour nous, peut répondre à un deuxième objectif qui est de promouvoir la francophonie économique. L'espace francophone est vraiment vu comme un espace à enjeu, tant sur les relations de niveau institutionnel que sur les relations de partenariat, de coopération décentralisée, de partenariat de formation, mais aussi de renforcement des relations économiques. Donc on va voir de quelle façon, dans ce domaine de l'eau et l'assainissement, cet appel à projet, justement, vise à renforcer les coalitions d'acteurs entre tous ces acteurs qui interviennent en francophonie pour permettre notamment une action plus forte avec les entreprises. Donc si on détaille un peu ces sous-objectifs de l'appel à projet, d'un point de vue notamment au niveau des intérêts qu'ils représentent pour les acteurs de notre région, cet appel à projet a pour objectif de favoriser l'internationalisation des entreprises. Donc il cible tout particulièrement les entreprises françaises et encore plus particulièrement les entreprises d'Auvergne-Rhône-Alpes et notamment des entreprises qui veulent s'ouvrir sur ces marchés ou qui sont de petites et moyennes entreprises ou industries qui ont un intérêt en fait à s'inscrire dans une démarche partenariale pour pouvoir aborder plus facilement ces marchés. L'objectif, c'est aussi de renforcer l'approche responsable. Que quand une entreprise se positionne donc, sur la zone Afrique, qu'elle le fasse dans une approche qui lui permette de déployer véritablement une solution durable en termes de maintenance, dans une solution qui était vraiment adaptée dans sa conception, en bonne réponse aux besoins, et puis qui puisse être portée de façon durable avec les autorités du pays et les acteurs aussi économiques du pays. Dans les projets qu'on a pu accompagner, on a observé qu'il y a beaucoup de financements qui existent, mais il y a souvent un manque pour permettre l'amorçage des projets. Donc la région a souhaité situer son action principalement sur ce moment-là, de permettre aux acteurs de porter les premiers travaux d'études de définition, de réunir la bonne coalition, de réunir les compétences utiles pour pouvoir mener à bien ce projet et d'aller aussi sur le déploiement d'un premier démonstrateur à petite échelle qui permet vraiment de bien concevoir et démontrer de percevoir vraiment tous les enjeux d'accompagnement aussi autour d'une solution nouvelle et de créer un contexte favorable. Voilà. L'appel à projet, il vise aussi à ce que quand on a réussi à déployer une solution pertinente à petite échelle, on puisse passer la marche pour porter ce projet-là à plus large échelle. Et donc voilà, ça fait vraiment, on est sur une intervention à toutes les phases du projet pour passer de l'idée
à la mise en œuvre d'un petit pilote et à un déploiement à large échelle. Donc la méthode, tout est dit dans l'intitulé de l'appel à projet. Il s'agit vraiment de favoriser l'émergence de nouvelles coalitions d'acteurs. Donc on s'intéresse aux collectivités, aux ONG, aux entreprises, ceci afin de promouvoir des solutions innovantes et adaptées pour répondre aux besoins qui sont observés en Afrique francophone. Et ceci donc en réponse à ces besoins d'accès à l'eau potable pour les populations. Cet appel à projet, il s'adresse à des associations loi 1901, des associations françaises, donc, qui ont le souhait de s'investir ou qui portent déjà des actions de coopération internationale dans le domaine de l'eau et l'assainissement. On est quand même sur des projets qui ont un certain niveau de complexité. Donc on souhaite que ces associations disposent d'un minimum de salariés. Donc il y a un seuil qui a été fixé à 3 salariés. Et on invite donc les associations à se positionner comme chef de file d'un consortium d'acteurs économiques et animatrices d'une démarche de partenariat de territoire à territoire. L'appel à projet, donc, il est ouvert sur un certain nombre de pays d'Afrique francophone, le Burkina Faso, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, le Mali, le Maroc, la Mauritanie, le Niger, le Sénégal et le Tchad. Parmi ces pays, donc, un certain nombre sont des pays où la région dispose particulièrement de partenariats. Donc il y aura une priorité qui sera donnée aux projets qui peuvent cibler un territoire de partenariat de la région, mais ce n'est pas une condition obligatoire. Il y avait une vraie volonté aussi de porter une action vers les pays du G5 Sahel qui sont traversés aujourd'hui par d'importantes tensions. Voilà, d'où cette ouverture vers les pays qui ont été mentionnés. L'appel à projet, donc, il vise à porter des solutions plus innovantes et bien adaptées. Donc l'enjeu, c'est vraiment de permettre aux associations qui ont aujourd'hui des partenariats sur ces territoires d'aller faire appel à des solutions et à l'expertise qu'elles peuvent mobiliser auprès du tissu économique en France et de permettre par leur connaissance du terrain à ces entreprises de peut-être adapter leur offre pour vraiment porter des solutions qui soient durables. Il y a notamment des enjeux importants en Afrique de proposer des solutions qui soient simples en maintenance, qui ne nécessitent pas trop de consommables, voilà, pour avoir une facilité derrière de mise en œuvre dans la durée. Donc ces deux termes sont vraiment importants. L'objectif, c'est vraiment de déployer des solutions innovantes dans le contexte local. On ne cherche pas non plus à mener de la high-tech. C'est vraiment d'apporter des innovations qui peuvent être éprouvées chez nous, des solutions bien connues, mais qui, dans le contexte du pays, sont innovantes. J'ai voulu mettre en avant un peu quelques axes de collaboration qu'on a pu déjà identifier au travers donc, des précédents appels à projets. Vous avez en région d'importants bureaux d'études en hydrologie, en environnement, qui peuvent justement permettre dans la phase d'études de définition d'avoir une approche peut-être un peu plus ouverte que celle qui était aujourd'hui portée en s'appuyant sur les seules ressources au niveau des pays. Des solutions pour le suivi des niveaux d'eau, des solutions de télémétrie. Donc vous aurez tout à l'heure l'intervention effectivement de M. Rilly de l'entreprise Paratronic. Donc ces solutions typiquement sont très largement déployées sur les cours d'eau en France, mais nouvelles dans le contexte du pays, de beaucoup de pays en Afrique. Des solutions aussi sur la détection, réparation des fuites, sur l'amélioration de l'environnement des compteurs. Des solutions aussi déployées par les entreprises à base de solutions naturelles pour le traitement des eaux usées. Des solutions de systèmes de pompage solaire, de traitement des eaux. Des solutions d'énergie renouvelable pour l'alimentation électrique des installations. À noter notamment que
le pôle TENER10, qui rassemble l'ensemble des acteurs chargés de promouvoir les énergies renouvelables, anime un club Afrique, vient d'emporter un programme européen pour justement accompagner davantage ses ressortissants vers les marchés africains. Donc il cible particulièrement le Sénégal, mais aussi le Maroc et la Tunisie. Et on a là un opérateur qui connaît très bien le tissu d'entreprises en région et qui donc est un vrai facilitateur pour nouer des partenariats et des coalitions d'acteurs autour de projets. On a aussi noté des réflexions sur les kiosques multiservices. Derrière, il y a un enjeu de viabilité économique du service de l'eau. Le pouvoir effectivement mieux gérer, mieux valoriser et diversifier cette offre de services. Des solutions aussi au niveau des entreprises régionales sur tout ce qui est équipement de stockage de l'eau qui peuvent être adaptés aussi à la zone d'Afrique. Donc là, vous avez sur la diapo, c'est le système de citerne souple déployé par la baronne Citaf, mais aussi il y a d'autres solutions de stockage qui sont déployées, qui sont pertinentes sur ces zones. Sur ces questions, c'est vrai qu'il y a un gros enjeu de créer des interfaces, des occasions de rencontres, permettre aussi un accompagnement. On est sur une nouvelle modalité de projet. Donc on a été attentif à bien travailler en lien avec tous ces acteurs de l'accompagnement qui peuvent exister au niveau national et en région. Donc le premier que je souhaite mentionner, c'est le réseau Coexiste, qui est vraiment un opérateur qui a pour objet d'incuber des projets en coalition d'acteurs entre ONG et entreprises. Ils ont conçu une plateforme de mise en relation, une plateforme de services, de conseils, qui permet de nouer et de renforcer ces partenariats entre ONG et entreprises. Ce projet est porté par la Cité de la Solidarité internationale d'Annemasse, mais il a une dimension de niveau national. Deuxième opérateur important, c'est le réseau RESACOP, qui fédère les acteurs de la coopération et de la solidarité. Donc vous y trouverez les associations, les ONG, mais aussi les collectivités qui ont des projets de coopération décentralisés, d'autres organismes de la région qui portent des actions. Ces actions sont aujourd'hui très ciblées sur les pays cibles de cet appel à projet. Donc c'est là aussi une tête de réseau importante vers qui vous pouvez vous adresser. Le autre acteur, donc le programme Solidarité Eau, qui est donc lui un acteur d'expertise, vraiment de conseil sur les projets de développement dans le secteur de l'eau et de l'assainissement. Et c'est aussi un opérateur de niveau national qui a une antenne à Lyon en région. Et le dernier acteur, donc l'agence Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises, est l'acteur vraiment c'est le bras droit de la région pour tout ce qui est relations vers les entreprises. Donc voilà, si vous êtes intéressé pour travailler sur ce type de projet, d'impulser ce type de dynamique, vous avez là tout un écosystème pour vous accompagner dans vos démarches. Je vous remercie. Merci à vous, Madame Douza. Merci pour cette présentation et ces informations complémentaires et très utiles, comme vous venez de le rappeler, pour celles et ceux qui auraient des velléités de se lancer ou de s'intéresser au sujet que vous portez et que vous animez. Sans transition, une présentation d'exemples d'opérations financées dans le cadre d'un appel à projet, en l'occurrence l'appel à projet Coalition d'acteurs. C'est M. Alain Tidière, directeur de l'association Corail, qui va nous en parler et nous parler notamment de l'installation d'un appareil de télémétrie justement en Côte d'Ivoire, ainsi que de l'appui au ministère de l'hydraulique. Voilà, je vous laisse nous expliquer tout ça, M. Tidière, dans le temps qui vous a été imparti, pour nous permettre ensuite d'entendre quelques illustrations à travers les propos de M. Alami et de M. Rilly, qui concrètement vont nous présenter ce qu'ils font sur le terrain. Temps imparti, donc un quart d'heure. C'est ça? Ok. Bon, monsieur Hervé Gilliard a posé quelque part le premier objectif, c'est-à-dire comment contribuer efficacement et durablement, c'est ça qui est important, à renforcer,
améliorer les conditions de vie des populations, notamment sur la problématique de l'eau. Madame Anne-Sophie Douza a posé la deuxième problématique, qui est comment et pourquoi emmener les entreprises, notamment les PME françaises, pour contribuer à ce premier objectif. Alors, voilà, on a les objectifs, maintenant il faut savoir pourquoi et comment. La première chose, c'est que si on regarde un petit peu comment fonctionnent les institutions françaises, on s'aperçoit que, certes, l'efficience d'une collectivité en charge du service de l'eau repose sur ses compétences internes, mais elle repose aussi beaucoup sur les capacités de ses acteurs privés, de son tissu de prestataires autour d'elle. Ce qui veut donc dire que si demain, je veux travailler à renforcer les capacités d'un service public, que ce soit en Côte d'Ivoire, au Burkina ou ailleurs, ça veut dire que non seulement il faut que je m'inquiète de savoir si le service public en tant que tel a les organisations, maîtrise les technologies et les savoir-faire nécessaires, mais ça veut dire qu'il faut que je m'inquiète aussi de savoir si ce service public dans le pays du Sud est en mesure de s'appuyer sur des prestataires locaux qui sont capables de répondre à sa nouvelle demande. Comme l'a dit Anne-Sophie Douza, je veux dire, si on prend deux exemples que sont la télémétrie, par exemple, ou la mise à disposition, enfin, ou plutôt la mobilisation d'une approche préventive de gestion des réseaux pour diminuer les fuites, eh bien, on s'appuie à la fois sur un savoir-faire public, mais également sur des technologies et donc sur le savoir-faire d'entreprises privées. Donc la problématique, c'est comment faire et pourquoi le faire. Alors, prenons un exemple. Vous avez un service public du Sud qui veut, par exemple, avoir accès et mobiliser, maîtriser les technologies de télémétrie. Pour ce faire, elle fait appel à une collectivité du Nord dans le cadre d'une coopération décentralisée. Seulement, à partir du moment où vous implantez une technologie dans le service public du Sud, vous créez un besoin. Et ce besoin, encore faut-il que la collectivité du Sud soit en mesure de s'appuyer sur ses prestataires locaux. Donc ça veut dire qu'il faut renforcer les acteurs privés, cette fois-ci du Sud. Et qui est le mieux en mesure de contribuer au renforcement d'un acteur privé du Sud? Eh bien, c'est d'un acteur privé du Nord. Ce faisant, ils se mettent en lien ensemble dans le cadre de joint venture. Après, c'est à eux de décider comment ils veulent travailler. Mais ce faisant, vous répondez aussi à la demande et à l'objectif que vient de décrire Anne-Sophie Douza, c'est-à-dire vous répondez aussi à l'objectif de la collectivité du Nord qui, dans le cadre de sa coopération décentralisée, permet de contribuer à valoriser à l'international son tissu de PME. Bon, voilà globalement l'organisation générale. Et vous comprenez donc qu'il faut un acteur central, voilà, qui structure et qui opère, qui conçoivent et qui promeuvent ces opérations selon cette logique-là. Voilà. Et c'est nous ce qu'on a essayé de mettre en place et c'est la méthodologie qu'on a essayé d'utiliser. En quoi est-ce qu'elle répond à un certain nombre de problématiques, puisque l'objectif, c'est d'emmener les entreprises, notamment les PME, à l'international. Donc, en quoi est-ce que cette méthode permet, quelque part, de pallier aux lacunes? Parce qu'on sait, tout le monde sait que les PME françaises sont très peu à l'international, en définitive. Les chiffres qui courent, c'est 2 fois moins que leurs homologues italiennes, 4 fois moins que leurs homologues allemandes. Voilà. Alors, le problème est de savoir pourquoi. Et donc, ça veut dire que dans le cadre de cette méthode, l'objectif, c'est d'essayer de pallier aux difficultés des PME ou à ce qui fait des freins et qui les empêche d'aller à l'international. Alors, quels sont les handicaps et comment est-ce que cette méthode permet de pallier à ces handicaps? On sait que, globalement, les entreprises, et notamment les PME françaises, sont un petit peu étrangères, si vous voulez, parce qu'elles y vont peu souvent, elles maîtrisent mal les cultures locales. On sait qu'il y a un deuxième problème, c'est que les PME françaises ont une trésorerie souvent assez limitée qui exige qu'elles prennent le moindre risque possible ou tout au moins qu'elles aient un retour sur investissement aussi rapide que possible. Autre élément qui est difficile, c'est qu'en fait, on sait que très souvent, dans une logique de compétitivité prix, les Français ont des difficultés face à des entreprises tchèques, à des entreprises tunisiennes, à des entreprises turques, par exemple. Autre chose encore, c'est qu'on sait aussi qu'à l'international, souvent les demandes sont intégrées. C'est-à-dire que demande intégrée exige pluridisciplinarité. Or, les entreprises françaises ont du mal à travailler ensemble. Et ça, je peux vous en parler parce que ça fait 20 ans qu'on essaie de travailler sur le sujet et que l'une de nos plus grosses difficultés, c'est bien justement d'essayer de faire en sorte que des bureaux d'études, des entreprises, des fournisseurs puissent travailler dans une même logique, dans un intérêt commun. Et puis il y a une dernière problématique, c'est qu'il y a des outils d'aide à l'international, mais que les PME
soit ne les connaissent pas, soit ont des difficultés d'y avoir accès. Je prends l'exemple d'un outil qui, de mon point de vue, est un outil extraordinaire, mais qui est quand même relativement difficile d'accès. C'est le FASEP. Bon voilà, pour monter un FASEP, ça coûte un petit peu d'argent, ça exige là encore des connaissances ou une culture un peu particulière. Bon ben, voilà, notre objectif et la méthode que je viens de vous présenter permet de pallier à tout ça. La culture d'entreprise, eh ben, la collectivité qui accompagne l'opération, je prends l'exemple de la région Auvergne-Rhône-Alpes, qui est en lien, par exemple, avec la Côte d'Ivoire, maîtrise cette culture. Et donc, elle accompagne la PME, elle lui permet de débroussailler le terrain. La trésorerie limitée, dans le cadre de l'opération que je vous... Pardon. Dans le cadre de l'opération que je vais vous montrer, l'entreprise n'est mobilisée que à partir du moment où les financements sont là, où les objectifs sont définis, et donc elle est mobilisée au dernier moment. Donc elle a des retours sur investissement qui sont très très rapides. Voilà. Et puis ce sont des opérations, vous verrez, qui mobilisent à la fois des bureaux d'études, des entreprises, des fournisseurs. Et donc c'est la structure comme Corail, par exemple, qui est de coordonner ces gens-là, de les amener à travailler ensemble. On connaît les différents bailleurs de fonds, on sait faire des ingénieries financières de projets, et vous verrez que quand on arrive à juxtaposer ces différents bailleurs, on peut véritablement répondre aux besoins, notamment financiers, de chacune des étapes. Alors, je vais prendre l'exemple qu'on va illustrer tout à l'heure. Donnez-moi une seconde. On se propose, nous, de travailler en 3 étapes. Une première étape qui est la réalisation d'une étude de faisabilité qui nous permet véritablement de connaître le contexte, de connaître le jeu des acteurs et de cibler un pilote, et vous verrez après pourquoi un pilote, de cibler un pilote, de le définir et d'aller chercher l'ingénierie financière pour réaliser ce pilote. La deuxième étape, c'est de réaliser le pilote. C'est pourquoi un pilote? Parce que ça nous permet à la fois de faire la démonstration de l'efficacité de la technologie qu'on mobilise, mais ça nous permet surtout de savoir comment est-ce que le bénéficiaire local va s'approprier cette technologie, en est-il capable, ou moyennant quelles organisations, quelles ressources humaines, quelles ressources financières. Donc comprendre un petit peu tout ça, tirer des enseignements, et à partir de ces enseignements, à ce moment-là, on peut passer à la troisième étape qui a pour objectif de déployer la technologie à plus grande échelle. Alors je prends l'exemple de la télémétrie en Côte d'Ivoire, où là on a travaillé sur une région avec 3 stations de télémétrie qui nous permet aujourd'hui de passer à l'échelle nationale avec 45, 50, 60 stations qu'on va installer. Je prends l'exemple aussi de la recherche de fuite dont a parlé Anne-Sophie tout à l'heure, où là encore l'objectif c'est de transférer un savoir-faire en matière de gestion préventive sur soit une petite ville, soit une partie du réseau d'Abidjan. Et à partir du moment où on aura vu comment les services locaux sont capables de s'approprier ces technologies, où sont les difficultés, comment est-ce qu'il faut les aider à s'organiser, à ce moment-là, on pourra passer soit à grande échelle, c'est-à-dire l'ensemble d'Abidjan, soit sur une multitude de villes qui distribuent de l'eau en Côte d'Ivoire. Voilà, fort des enseignements de la première opération. Si on regarde maintenant la première étape, le budget, c'est entre 20 et 40 000 euros. Ça, c'est la coopération décentralisée, c'est dans les corps de la coopération décentralisée. La deuxième étape, le budget, c'est entre 200 et 500 000 ou 600 000 euros. Soit vous mobilisez un FASEP, par exemple, FASEP Innovation Verte, soit, comme on a fait en Côte d'Ivoire, vous mobilisez justement cet appel à projet de coalition d'acteurs dont ont parlé Hervé Gilliard et Anne-Sophie Douza. Donc, en l'occurrence, c'est ce qu'on a fait. Et la troisième étape, à partir du moment où vous maîtrisez l'opération, vous savez quelles sont les conditions de durabilité, d'efficacité du transfert et les possibilité de déployer la technologie à l'international, de vous passer sur des budgets 5, 6, 8 millions, et là, ça relève des bailleurs institutionnels. Mais les bailleurs institutionnels sont à ce moment-là confortés par le fait qu'effectivement toutes les conditions ont été prises, toutes les précautions ont été prises pour que l'investissement soit effectivement efficace et durable. Alors maintenant, on va appliquer ça à la Côte d'Ivoire et à la télémétrie. Donc c'est un projet qui est actuellement en cours, où il y a une demande de la part des autorités à la fois régionales et nationales quant à la nécessité de maîtriser et de connaître leurs ressources. Et donc, ils ont sollicité la région, Auvergne-Rhône-Alpes, et donc on a mis en place le projet suivant.
Première étape, comme je vous le disais, faisabilité. Donc on a sollicité la région Rhône-Alpes à hauteur de 20 000 €, ce qui nous a permis, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, de concevoir le pilote et de faire l'ingénierie financière de la deuxième étape. Et ça, c'est Corail, donc notre structure associative, qui l'a menée. Mais j'ai d'ores et déjà fait appel à une entreprise qui s'appelle Semeru. Cette conception du pilote nous a permis de passer à la deuxième étape. C'est-à-dire qu'on a réalisé le pilote et on a capitalisé sur ce pilote pour définir la troisième étape. Et là, on a appelé Semeru, qui est un installateur, mais on a aussi appelé Paratronic, dont le président est ici, M. Rilly, qui vous en dira deux mots, justement pour réaliser ce pilote, d'accord. Puis on a tiré les enseignements, ce qui nous a permis de passer à la troisième étape, qui là, le budget est de 9 millions d'euros. D'accord, financé par BPI France. Et on est en train actuellement, c'est pour ça que je l'ai mis en vert, c'est parce que ce n'est pas encore finalisé, mais on est en train actuellement de négocier avec le ministère de l'Hydrologie et avec BPI France pour mettre en place ce financement de 9 millions. Et pour tout vous dire, je reviens de Côte d'Ivoire puisque j'y étais hier matin, a priori tous les feux sont ouverts. Donc ça devrait se faire à partir de l'automne, du printemps 2023. Voilà, donc une méthode, je n'ai pas dit que c'était la seule, mais c'en est une qui, une fois encore, a pour objectif d'atteindre cette finalité première qui est améliorer les conditions de vie des populations. Deuxième chose, le faire de façon efficace et durable. Et troisième chose, le faire en valorisant le savoir-faire des PME, tout en palliant à leurs lacunes, on va dire sans péjoration, ou à leurs difficultés. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci à vous, Monsieur Tidière, et merci d'avoir bien voulu présenter de manière aussi concise les projets tels que vous les avez décrits avec beaucoup de précision, finalement, notamment à travers les 3 phases que vous venez de nous proposer. Et lors à l'occasion de laquelle cette diapositive nous a permis de comprendre que les personnes qui vont vous succéder sont très impliquées dans ce projet, comme vous l'avez dit vous-même. Donc, M. Khalid Halimi, qui est directeur international de Ameten, que nous avons vu citer sur cette diapositive, et M. Patrick Rilly, PDG de Paratronic. Donc, je vais vous laisser l'un et l'autre faire part de votre propre vécu de ce type de projet, de cette propre expérience. M. Halimi, si vous voulez bien commencer. Merci. Donc, je vais revenir un petit peu par rapport à ce qu'a dit Alain sur... peut-être un témoignage par rapport à ce qu'on a pu vivre sur les dernières années dans le cadre de la mise en œuvre d'une stratégie internationale qu'on a décidée donc au niveau de Ameten. Donc Ameten, bureau d'études installé en région Auvergne-Rhône-Alpes. On a 3 localisations, Lyon, Grenoble et Annecy. Et on est aussi implanté à Bordeaux. Pour une 4e agence. Et puis depuis 2 années, on a démarré un petit peu la mise en œuvre d'une stratégie de développement international, essentiellement vers les pays d'Afrique de l'Ouest, et puis essentiellement aussi dans nos domaines de compétences qui sont en général l'alimentation en eau et l'assainissement, plus aussi les volets environnementaux. Donc on se positionne bien évidemment dans les 2 objectifs qui ont déjà été présentés par Alain, par Anne-Sophie et par Hervé. Donc amélioration accès à l'eau et valorisation du savoir-faire et de notre savoir-faire. Et là on est en plein dans cet objectif. Donc je présente très rapidement nos domaines de compétences, donc hydraulique, hydrogéologie, les environnements juridiques et fonciers, les sites et sols pollués, les milieux naturels, tout le volet infrastructure, avec une expertise en système d'information géographique. Et les missions qu'on réalise sont des missions d'ingénierie, d'assistance à maîtrise d'ouvrage et de suivi environnemental, et aussi tout le volet accompagnement technique des projets de coopération décentralisée, notamment ceux dont vient de parler Alain. Quelques chiffres clés. On a aujourd'hui 10 ans d'existence. On est arrivé quand même en 10 ans à un effectif de 42 ingénieurs en équivalent temps plein et un chiffre d'affaires de 3,5 millions d'euros. Plus de 1000 projets réalisés actuellement, plus de 500 partenaires et un certain nombre de distinctions par des opérations assez particulières.
La stratégie dont je parlais tout à l'heure, elle a été dictée par un certain nombre de facteurs internes. Le fait qu'au bout de 7-8 ans d'exercice, on a quand même atteint une taille critique de 30 à 40 personnes qui nécessite l'élargissement de notre champ d'intervention. Donc ça a été un peu le premier facteur qui a été une impulsion. Ensuite, on a senti la nécessité de valoriser l'expertise qu'on a eue au cours de nos années d'exercice. Et puis, il y a eu aussi une volonté de notre direction de s'orienter vers des marchés internationaux. Les facteurs externes, donc là je vais revenir un petit peu sur tout ce qui a été indiqué par mes prédécesseurs, c'est l'identification de besoins locaux, essentiellement dans les secteurs de l'alimentation en eau. Et des partenariats qui s'annonçaient comme prometteurs entre PME et associations. Le développement de partenariats nord-sud dans le cadre de coopération décentralisée. Donc ça, c'est un petit peu des constantes qui se sont vérifiées au fur et à mesure des années. Et enfin, ce qu'on a aussi constaté, c'était quand même, en dehors de la période Covid dont on ne va pas parler, des engagements financiers des collectivités nord qui étaient quand même assez conséquents. Au niveau de la mise en œuvre de cette stratégie, bien évidemment, c'est la co-construction de projets pour répondre à ces besoins de façon optimale, de façon respectueuse autant que possible des contraintes locales. On revient un peu à l'adaptabilité des projets par rapport aux besoins locaux. Il n'est pas question d'aller apporter de la high-tech qui soit pas du tout adaptée aux besoins. Et puis, bien évidemment, le respect toujours des contraintes environnementales. Et nous, on va se positionner dans l'accompagnement technique de ces projets selon un petit peu les 3 phases. Donc, conception, pilote, et puis donc faisabilité, conception, pilote, et puis déploiement à une échelle plus large. Je vais faire un focus, si vous permettez, sur cette synergie association et entreprise qu'on a pu expérimenter notamment avec l'association Corail, ce que j'appelle les 4 co. Donc, excusez, je reviens sur les 4 co. Voilà. La confiance réciproque, ça je pense que c'est disons un préalable fondamental pour pouvoir envisager. La complémentarité, alors pour l'exemple des projets dont a parlé Alain, dont je vais parler peut-être tout à l'heure aussi rapidement, par exemple pour Corail c'était le volet institutionnel, organisationnel et le montage financier des projets. Et pour nous, c'était les volets techniques, optimisation et pérennité, durabilité de ces projets. Le 3e co, c'est la convergence de vues. Il faut absolument qu'on soit dans des objectifs communs. En l'espèce, la vision de Corail, c'est effectivement une vision d'implantation à long terme sur ces régions, ces pays, dans le cadre d'une coopération, comme je disais, durable. Il n'est pas question, et pour nous, on se place exactement dans la même perspective, il n'est pas question pour nous de faire du one-shot ou d'essayer de faire un projet où on va essayer d'engranger le maximum d'argent, ce n'est pas le sujet. Et enfin, la coopération partenariale dans un cadre de transparence. Voilà, je reviens sur... j'ai une diapo là qui a... Voilà, le préalable, évidemment, une volonté de travailler ensemble et de partager des projets communs, associations, bureaux d'études, en direction de l'international. Voilà, désolé, j'ai des diapos qui se sont emmêlés. Alors je reviens, bon, je vais peut-être un petit peu répéter, mais le projet de déploiement de télémétrie en Côte d'Ivoire, qui est vraiment un cas d'espèce très intéressant, une demande en eau croissante, des ressources en baisse, un besoin de gestion de ressources améliorée et d'une meilleure connaissance de la ressource, donc télémétrie. Besoin, donc ça c'est la demande. Le besoin, c'est la mise à niveau de la direction de l'hydrologie et l'assurance de ressources financières fiables pour pouvoir
non seulement mettre en place le projet, mais aussi l'exploiter dans la durée. L'intervention d'Améthène, comme indiqué par Alain tout à l'heure, au niveau de la phase 3 du projet, au niveau de l'hydrogéologie, des 50 points d'eau souterraines où on a quand même acquis une certaine expertise, au niveau de l'alimentation en eau de 50 localités, donc pour pouvoir un peu assurer la fonction mixte de ces points d'eau, et sur un budget Améthène spécifiquement d'un peu plus de 600 000 euros. Et je vais revenir sur un petit peu la portée de ces partenariats qui a permis de mettre en place un nombre important de projets, notamment en Mauritanie, partant toujours de la même configuration. Alors, je pourrais citer, je vais un peu dérouler pour ne pas déborder, citer un projet similaire de télémétrie qu'on est en train de mettre en place dans la région du Tagan, en Mauritanie, dans le cadre d'un FASEP. Donc, il y a un fonds d'aide de la direction du Trésor au développement des entreprises à l'international, sur lequel on est porteur. Des études complémentaires à la définition des équipements nécessaires pour optimiser l'accès à l'eau, toujours des populations dans la région du Tagan. Une étude d'aménagement et d'impact sur l'environnement et de gestion intégrée des ressources en eau de l'Oued Tidjikja en Mauritanie. Une étude d'impact socio-économique de la réalisation d'un barrage dans la région du Tagan. Tout ça, c'est des projets qui ont été initiés un petit peu dans le cadre de ces partenariats. D'autres projets, études d'identification et de quantification des ressources en eau souterraine, région du Tagan, une étude au Cameroun sur les fonds dont avait parlé Anne-Sophie tout à l'heure. C'est la Cité internationale Anne-Massaglo. Donc là, c'est alimentation en eau potable d'un hôpital de district à Akonolinga. Étude de gestion préventive des fuites sur un réseau de distribution d'eau potable à Abidjan ou dans une ville moyenne, on ne s'est pas encore tranché. Une étude de faisabilité d'un pilote de dessalement des eaux somates par osmose inverse et par énergie photovoltaïque dans la région de Tichit en Mauritanie qui sera mise en œuvre dans le cadre du festival des villes anciennes en décembre 2022 à Tichit en Mauritanie. Je vais m'arrêter là. Je vous remercie. Merci à vous, Monsieur Alami. Merci pour cette présentation avec un catalogue déjà bien rempli, ce que je vois, d'interventions dans le domaine de la coopération internationale. Sans transition, Monsieur Rilly, je vous laisse continuer sur cette partie illustration concrète, comme je le disais, de ce type de projet qu'ont très bien présenté globalement les intervenants précédents. Donc vous êtes là pour en témoigner de manière encore plus précise à travers votre propre expérience de ces projets. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Patrice Rilly, je représente ici la société Paratronic. Paratronic est une société de la région Auvergne-Rhône-Alpes, supportée par la région Auvergne-Rhône-Alpes, merci Anne-Sophie, qui depuis 38 ans a pour mission de donner les moyens de mesure aux gestionnaires du cycle de l'eau, que ce soit le petit cycle de l'eau ou le grand cycle de l'eau. Donc avec les équipes de Paratronic, nous concevons, nous fabriquons et nous commercialisons donc des capteurs de différentes technologies, des systèmes d'acquisition de mesures, de transmission de mesures qui permettent d'agréger l'ensemble des données nécessaires aux gestionnaires pour prendre les bonnes décisions de gestion. Et c'est ce qu'on a mis dans la définition de la télémétrie dont on a parlé précédemment. Et c'est ce qui fait que nous sommes aujourd'hui dans cette coalition d'acteurs, et nous sommes très contents d'y être, puisque la stratégie de Paratronic, c'est de se déployer à l'international. Et on sait tous que cette action de déploiement international, et Alain l'a évoqué, c'est quelque chose d'assez difficile pour les entreprises françaises. C'est quelque chose d'assez long. C'est un investissement, c'est un élément stratégique majeur pour le développement d'une PME, mais c'est aussi vital, en particulier pour Paratronic qui
qui a la chance de s'être très bien développé en France, d'avoir une belle marque, des bons produits en France, mais qui a besoin aujourd'hui, pour continuer son développement et son essor, d'aller à l'international. Et c'est là où la coalition d'acteurs représente une organisation qui est très pertinente pour moi et qui était tout à fait opportune au regard de cette stratégie d'internationalisation. Pour avoir passé quelques jours au Forum de l'eau, ce que je peux vous dire, c'est que le nombre de projets dans le domaine de l'eau, je pense qu'on ne peut pas le compter, il est énorme. Par contre, le nombre de projets qui vont se réaliser et qui ont des bonnes chances de se réaliser dans un budget donné, dans un timing donné, dans une efficacité donnée, il est plus que limité. Et on voit bien que c'est le fait de mettre autour de la table les bonnes personnes, que ce soit des industriels, parce qu'il faut des solutions, que ce soit des bureaux d'études, parce qu'il faut organiser, penser les solutions, que ce soit des coordinateurs, des chefs de projet qui sont capables de faire parler ces gens entre eux, des financeurs, des composantes politiques. Tout cela, autour de la table, fait que le projet a beaucoup plus de chances de se réaliser. Et mon témoignage, c'est plutôt de dire que l'international, c'est long et c'est très incertain. L'international, dans la coalition d'acteurs, c'est long, mais c'est beaucoup moins incertain. Et donc, aujourd'hui, je veux apporter ce témoignage-là. Nous, concrètement, on est des fournisseurs d'équipements, vous l'avez compris. Notre volonté, c'est d'être beaucoup plus proche des utilisateurs dans les pays que nous visons. On ne se suffit pas de vendre du matériel à un installateur qui va l'installer, certes correctement, mais on veut aussi être présent sur le terrain, accompagner les personnes locales qui vont prendre en charge notre matériel, parce qu'à la fin, quand le matériel est sur place, l'image et la marque qui reste, c'est Paratronic. Donc il faut que ce système fonctionne, il faut que ce système fonctionne sur un temps long, et comme l'a évoqué Alain, ça nécessite aussi une organisation sur place qui soit capable de prendre en charge les compétences techniques, l'organisation humaine, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Paratronic a une des responsabilités dans l'instrumentation qui fournit Vigicru dans ces systèmes. Je peux vous dire qu'on a besoin d'avoir une continuité de service. On le voit bien, on le mesure bien, et on a besoin de transférer ce savoir-faire finalement localement. Et c'est pour ça qu'on a décidé, nous, d'être au plus proche du terrain. Voilà, je ne vais pas m'épiloguer plus. Merci, mais on comprend très bien à vos questions. Vos motivations. Et vous l'avez dit à demi-mot, effectivement, quand vous avez évoqué les statistiques entre le nombre de projets potentiels, le nombre de projets qui se réalisent effectivement, il y a loin de la coupe aux lèvres parfois, et bien souvent aussi, il y a une autre problématique qui s'additionne que vous venez de rappeler, à savoir la maintenance, la pérennisation des projets sur place pour leur permettre de continuer à vivre et continuer à se développer dans l'intérêt de l'entreprise que vous êtes bien sûr, mais évidemment des utilisateurs eux-mêmes au premier chef. Alors justement, monsieur Tidière, avant de nous tourner vers le public présent au cas où il y aura des questions à votre intention, nous entrons dans cette séquence qui va permettre à nos invités de vous interpeller directement s'il y a des questions particulières. Mais on comprend l'une des motivations qu'a très bien décrite monsieur Rie à l'instant. On a compris les motivations de monsieur Alamy aussi, qui s'inscrit parfaitement dans cette coalition d'acteurs. On a compris aussi le rôle de chacun et qu'il faut qu'aucune pièce ne manque à l'édifice, que les choses se passent bien. Vous avez proposé une diapo au début de votre intervention tout à l'heure qui explique très bien l'alliance objective qui peut exister, ou l'intérêt objectif et convergent qui peut exister entre les institutionnels d'un côté et les opérateurs privés de l'autre. Et au milieu, il y a l'acteur associatif que vous êtes et qui met un petit peu de l'huile dans les rouages et qui fait cette cohésion et cette coalition d'acteurs. Et justement pour les PME, pour que comprennent bien éventuellement celles et ceux qui nous écoutent en tant que PME qui auraient des velléités d'aller à l'international, il y a peut-être une autre motivation aussi, c'est l'accompagnement financier ou l'aide que peuvent porter ces projets. En quoi est-ce que ça peut intéresser, en quoi ça peut être une opportunité pour les PME que de profiter d'une aide publique à travers ces dispositifs ? Je vais prendre un exemple qui est assez simple. Je l'ai évoqué tout à l'heure, c'est l'outil FASEP.
L'outil FASEP, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une pseudo-subvention, si vous voulez, de la part de Bercy, qui permet soit de financer des études de faisabilité, soit de financer des pilotes, tels que je l'ai décrit tout à l'heure. Ce n'est pas négligeable pour une PME, puisque les budgets, le budget qu'on vient d'obtenir, notamment sur la Mauritanie, c'est plus de 500 000 euros de subventions. Donc, le problème, si vous voulez, c'est qu'en fait, pour avoir accès à ça, il faut maîtriser ce qu'est un FASEP. Il faut comprendre quels sont les objectifs de Bercy, il faut comprendre ses conditionnalités, et puis il faut adapter au contexte local. Voilà, donc il y a tout un savoir-faire, je veux dire qu'il y a une espèce de culture, si vous voulez, à la fois, et là je reviens à l'initiative des agences de l'eau et de la région Rhône-Alpes, c'est-à-dire quelque part fédérer les acteurs. Je vais vous donner quelques chiffres. Je vous disais tout à l'heure, obtenir un FASEP, quelque part, c'est entre 5 et 600 000 euros. Monter un FASEP, c'est-à-dire si vous valorisez le temps que vous allez être obligé de mobiliser pour monter ce dossier, grosso modo, c'est 60 à 80 000 euros. D'accord ? Donc c'est lourd. Quand on s'appelle Bouygues, mettre 80 000 euros sur la table, ça leur fait ni chaud ni froid. Quand on s'appelle Paratronic, mettre 80 000 euros sur la table, ça commence à être lourd. Et bien, cette approche-là permet à la fois du fait que l'étude de faisabilité a été cofinancée ou financée par la coalition d'acteurs, par la région Auvergne-Rhône-Alpes, par les agences de l'eau, déjà ça nous permet de mieux structurer, si vous voulez, le projet. Déjà, il y a 20 ou 30 000 euros qui sont pris en charge. Deuxième chose, c'est que de par le fait que du fait de cette première étape, on peut mobiliser des bureaux d'études, des fournisseurs, éventuellement des installateurs. À ce moment-là, ça veut dire que les 60 000 euros qui restent, on les mutualise. Donc ça ne fait plus que 20 000 euros à la charge de tout le monde. D'accord ? Avec la difficulté qui est effectivement, on est gaulois, donc amener les différentes entreprises à travailler ensemble, c'est pas toujours ce qu'il y a de plus simple. Enfin bon, voilà. Donc vous voyez qu'en fait, au travers de ça, on a accès à 500 000 euros qui nous permet de mettre en place le pilote et qui sont un marchepied qui permettront d'aller à l'étape au-dessus. Voilà l'intérêt, si vous voulez, de cette démarche. Vous qui avez déjà... je vous laisse réagir, Monsieur Rilly, vous souhaitez ajouter quelque chose, je vous en prie. Oui, je voulais juste commenter. C'est pas facile, on est gaulois, tu disais Alain, c'est pas facile de nous réunir, mais ce qu'on constate, c'est que quand tu nous as réunis, après on continue à travailler ensemble. On a fait le Maroc, le Liban, la Côte d'Ivoire, on a la Mauritanie, et en fait c'est un investissement initial, mais qui vous ensuite, êtes pas arrêté on ne s'arrête pas sur un étape, projet. Donc quelque part... c'est positif et c'est du long terme. Alors, ce que j'allais vous demander, Monsieur Rilly, justement, je poserai la même question à Monsieur Alamy, qui est en relation avec d'autres entreprises aussi à travers différents projets que vous nous avez identifiés. Qu'est-ce qui fait, selon vous, maintenant que vous avez un certain recul et que vous avez goûté à l'international à travers ce type de dispositif, qu'est-ce qui fait que les PME françaises sont si frileuses pour ce genre de projet ? Alors, pour aller à l'international en général, d'ailleurs, comme vous l'avez rappelé, par rapport à nos voisins italiens ou allemands, évidemment, on sait bien qu'on est un petit peu à la traîne et que ce n'est pas dans nos gènes, quoi, on va dire. Alors, je suis vraiment, je veux rester très modeste par rapport à l'expérience que je peux avoir sur ce sujet-là. Et en tout cas, moi, juste ce que je ressens... Vous avez peut-être déjà eu l'occasion de le confronter à des collègues ou à des confrères, je ne sais pas. Oui, ce que je ressens, et ça a été évoqué, c'est l'incertitude. L'international, c'est quand même un saut dans le vide. Oui. Donc il y a cette grosse incertitude, et aujourd'hui, on nous demande plutôt de la certitude au quotidien, plus que de l'incertitude. Et de la visibilité. Et de la visibilité, exactement. Donc cette incertitude, il faut pouvoir la gérer. Ensuite, le réseau de connaissances, le réseau de gens. On voit que quand on est dans une coalition d'acteurs, ça facilite la mise en relation à la fois locale, c'est-à-dire par exemple avec les bureaux d'études en France, en région Auvergne-Rhône-Alpes, mais aussi avec des acteurs locaux. Et donc du coup, ça accélère le processus et ça diminue le risque de ce processus. Donc je pense que les entreprises... quand ils verront l'intérêt réseau qu'ils peuvent dégager de telles démarches, vont tout de suite être plus prompts à y aller à l'international. Et puis ensuite, ça a été évoqué, il y a la partie trésorerie, il y a la partie investissement financier, retour sur investissement, avec un facteur temps qu'on ne maîtrise pas beaucoup. Alors dans un système comme celui que l'on décrit, en particulier sur le FASEP, on le maîtrise beaucoup mieux, parce que les financiers, on voit qui ils sont. On a un cycle qui est certes assez long, mais qui est maîtrisé.
Oui, c'est Voilà. ce que vous avez dit tout à l'heure, vous avez très bien rédigé en disant que c'est presque aussi long que si on s'y prenait tout seul. Ça peut être long, mais au moins il y a quand même un certain nombre de certitudes ou de fidélité, de visibilité. Madame Douza, dans un instant, je vais vous poser la question, une question de même ordre, de même nature, à savoir qu'est-ce qui va motiver les PME selon vous, vous qui avez aussi l'expérience avec la région de l'agence que vous nous avez décrite tout à l'heure, l'agence Auvergne-Rhône-Alpes Entreprise, si j'ai bien compris, à travers laquelle vous pouvez faire passer ce genre de message, hein, je suppose. Nous y reviendrons, mais j'avais posé la même question à M. Alamy. Quels sont selon vous les obstacles qui freinent les PME qui auraient beaucoup à faire à l'international et qui finalement s'auto-limitent ou s'auto-censurent par rapport à ce potentiel de développement? Oui, je vais juste nuancer un peu par rapport à ce que vient de dire Patrice. Un saut dans le vide, non, je ne suis pas tout à fait d'accord. Un saut, oui. Un saut qu'il faut savoir mesurer et planifier aussi. Donc, ne pas aller comme ça, surtout pour les entreprises. Effectivement, j'imagine que l'engagement est certainement important. Mais pour les bureaux d'études, pareil, on est dans une vision. On essaye de s'appuyer sur cette vision pour mettre en œuvre une stratégie. Et puis essayer de, bien évidemment, mettre le maximum de balises par rapport à ce qu'on va essayer de faire. Et avec ça, je pense que oui, au-delà du constat du fait qu'on est assez frileux, il y a quand même des pistes qu'on peut explorer, qu'on peut mettre en œuvre et qui peuvent aboutir. Et puis je crois qu'on a eu pas mal d'exemples assez concluants de ce point de vue-là. Merci Monsieur Alamy. Alors Madame Douza, vous avez compris le sens de ma question. On a parlé de l'Italie, de l'Allemagne par exemple. On pourrait élargir ça aux pays anglo-saxons qui ont dans leur culture l'habitude de... on a coutume de dire chasser en meute, mais bon, pour être un peu plus réaliste, on va dire voilà, qui travaillent facilement en coalition d'acteurs. Ce qui n'est pas le cas chez nous en France. Qu'est-ce qui freine en France? Qu'est-ce qui pourrait d'ailleurs, à votre connaissance, lever une partie de ces freins? C'est vrai qu'on a vraiment des freins, je pense, d'ordre culturel. On a une tendance en fait à vraiment scinder. Il y a les acteurs du développement et d'autre côté les acteurs économiques. Et ces deux mondes n'ont pas beaucoup aujourd'hui d'occasion de rencontres et de travail en commun. Et c'est vrai qu'on est, nous, très attentifs. Là où on a des partenariats de coopération, aujourd'hui, on n'a plus un seul déplacement d'élu régional sans mobiliser les ONG de notre territoire, mobiliser les entreprises de notre territoire qui ont un intérêt à aller vers ces pays. Voilà, il faut vraiment qu'on permette aux acteurs de se connaître, de se rencontrer et d'identifier qu'ils ont effectivement des objectifs et des valeurs en commun. L'autre frein, c'est peut-être l'image de l'Afrique. On reste, je sais qu'il y a un acteur que j'aime beaucoup qui s'est beaucoup attaché à essayer de casser toutes ces idées fausses sur l'Afrique. On reste sur l'image qu'on est sur un continent en crise, un continent de misère. Pourtant, c'est un continent où il y a beaucoup d'opportunités, une très grande diversité et il y a des poches de croissance en Afrique. Donc, un intérêt vraiment à s'intéresser à ces développements-là pour être plutôt dans une accélération des dynamiques et pas simplement dans une pour venir répondre aux problèmes. Quoi. Donc il y a une question de regard. Voilà, il faut permettre aux gens de prendre conscience des opportunités et aussi de prendre conscience des opportunités qui peuvent exister dans le cadre des projets de développement en tant que tels ou des initiatives de coopération décentralisée. Donc voilà, ça c'est aussi un message de fond qu'il faut apporter. Et puis bon, quand on a, je dirais, un peu motivé des acteurs à s'intéresser à ces territoires, il faut vraiment créer les interfaces. Et c'est là que des opérateurs comme l'agence Auvergne-Rhône-Alpes Entreprise aujourd'hui jouent ce rôle. Le RESACOP, qui était purement tourné vers les acteurs de la coopération, joue ce rôle. L'appel à projet dans ce secteur de l'eau et de l'assainissement, ça a été peut-être le secteur où on a avancé le plus vite grâce au partenariat qu'on a pu nouer avec les agences de l'eau. Mais voilà, aujourd'hui, il y a eu des missions en Côte d'Ivoire, une mission à Dakar où tous ces acteurs étaient présents, se sont rencontrés.
L'appel à projet permet de déposer des projets concrets, donc qui vont permettre aussi aux acteurs de travailler ensemble et encore de mieux se connaître et de mieux jouer la carte des complémentarités. Donc c'est vrai qu'on est dans un processus qui avait peut-être pas ses freins dans les pays anglo-saxons. Oui, tout à fait. On avait chez nous vraiment, on a toujours, il faut avoir conscience d'ailleurs de ces freins d'ordre culturel pour justement les dépasser. Merci Madame Douza. Monsieur Gillard, je reviens vers vous dans un instant, mais je vais quand même me tourner vers la salle, si vous le voulez bien, au cas où il y aurait des questions qui auraient été, ou des demandes de parole de la part de nos intervenants. Voilà, merci monsieur. N'hésitez pas à lever la main pour vous exprimer. Je vous laisse juste vous présenter pour qu'on puisse vous situer, nous dire à qui s'adresse votre question éventuellement. Oui, bonjour et merci pour vos interventions. Je suis Alain Bardot, je suis président d'une ONG, Travaux Publics Sans Frontières, clermontoise. Et nous sommes porteurs de projets dans le domaine de l'eau et de l'assainissement, avec Vichy Communauté comme en coopération décentralisée. Et nous avons beaucoup de difficultés aujourd'hui à monter notre projet parce que c'est un projet assez lourd. C'est l'adduction d'eau pour une ville de 30 000 habitants au Cameroun. Donc j'ai bien entendu, on fait partie du réseau Coexiste, on fait partie du réseau Resacop, on connaît PSO, mais pour rentrer dans le système que vous venez de décrire, on fait comment? Quels sont, selon vous, on fait comment? Quels sont les points de blocage dont vous pouvez témoigner en étant en contact quasi permanent avec Resacop, avec PSO, Monsieur Mouton par exemple, ou Coexiste, eh bien, on ne peut pas rentrer dans le réseau là. On ne peut pas rentrer dans le système. Alors on fait comment? Voilà, c'est tout. Nous, on a un projet important. On cherche des financements, on cherche comment faire en sorte que ce projet puisse se mettre en place. C'est 30 000 habitants, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'assainissement. C'est un projet qui pèse à peu près 1,3 million. Donc c'est lourd, c'est un très gros projet. Avec la volonté, avec Vichy Communauté, de mettre en place un service public de l'eau à l'arrivée avec la commune de Makénéné. Bon, ben, on fait comment? Voilà. Monsieur Gilliard, Monsieur Tidière, vous aurez certainement un avis chacun sur cette question ou des suggestions, des recommandations à faire. Monsieur Gilliard. Oui, alors en fait, je vais parler du dispositif un peu classique de l'agence de l'eau d'un côté, puis de l'appel à projet qui est un dispositif spécifique. Alors, vous savez, vous pouvez soit mobiliser le dispositif classique de l'agence de l'eau et d'autres financeurs potentiels pour justement vous permettre de stabiliser votre plan de financement et définir votre projet. Donc nous, on a en fait un budget qui est ouvert sur l'année avec des commissions 2 fois par an qui statuent sur des demandes qui nous sont déposées, en l'occurrence en lien avec les sites régionaux. Donc là, la délégation de Clermont-Ferrand qui est un de vos interlocuteurs, Cyril Bosset ici présent. Donc nous, on est tout à fait prêts, évidemment, mais j'imagine que vous avez pris des contacts avec aussi la délégation, d'échanger sur la meilleure manière de pouvoir construire, en tout cas de vous mettre en contact ou de définir votre projet. Donc ça, c'est le dispositif classique et qui, en fait, ne comprend pas, je dirais, la dimension coalition d'acteurs, enfin, en tout cas explicitement, où on conditionne votre projet à l'obligation d'embarquer un acteur économique. Sur l'appel à projet en question, donc là, on a passé une convention de partenariat sur 3 ans avec la région Auvergne-Rhône-Alpes et avec l'agence de l'eau Haute-Méditerranée-Corse, avec, comme vous l'avez compris, l'idée d'avoir une coalition d'acteurs comprenant des acteurs économiques de la région. Donc là aussi, ça peut être une opportunité et on fonctionne sur des appels à projets annuels. Donc un appel à projet a été lancé en juillet avec un délai qui était fixé, je crois, en septembre pour les réponses. On va en produire un nouveau l'année prochaine. Il faut qu'on définisse à quelle échéance, parce qu'il faut qu'on se coordonne sur nos calendriers respectifs de commissions, d'instruction, etc. Et puis en 2024, un nouvel appel à projet. Alors bien sûr, on a une enveloppe qui est définie.
On a le dispositif global à l'échelle du bassin Loire-Bretagne, et puis on a ensuite une partie de l'enveloppe qui va alimenter, en tout cas pour ce qui est de l'agence, cet appel à projet. Mais je pense que le mieux, effectivement, la RESACOP, le réseau régional multi-acteurs Auvergne-Rhône-Alpes, est très bien informé, et là, pour le coup, relaiera l'information dès lors qu'on va lancer un nouvel appel à projet en 2023. Donc, Merci, Monsieur Gillard. Madame Douza, pour compléter. Oui, je veux bien intervenir en complément. C'est vrai que je pense que dans les témoignages que vous avez eus, justement, à l'instant, on a montré que c'était une démarche pas à pas. Peut-être qu'il faut que dans votre grand projet, vous identifiez une dimension où il y a une pertinence à aller chercher des solutions justement plus innovantes, parce que la solution déployée localement n'est pas totalement satisfaisante. Et que sur cette dimension-là, vous avanciez pas à pas, bien définir en vue le besoin, la solution technique qui peut être apportée, le consortium qui est en capacité à apporter cette solution. Ensuite, déployer la solution à petite échelle avant d'aller sur un dimensionnement plus grand. Parce que c'est vrai que si on part sur un budget de cet ordre-là, vous comprenez, il faut déjà apporter beaucoup d'éléments au moulin pour que les grands bailleurs vous suivent. Le positionnement de l'appel à projet, il est plutôt justement sur le fait de soutenir l'amorçage de ces projets. Donc on apporte des subventions à partir de 20 000 euros. Donc sur ces petites subventions, on est plutôt sur des études de définition, ça peut être un peu plus, hein, mais le seuil minimum de faisabilité, comme vous l'avez de décrit subvention est de 20 000 euros. Et on peut aller jusqu'à des subventions de 200 000 euros qui là vont plutôt correspondre à la mise en place d'un démonstrateur à petite échelle. Merci, monsieur, pour votre question. J'espère que vous finirez par trouver une solution. Justement, Madame Douza, je me posais la question tout à l'heure pendant votre présentation. Vous avez évoqué des partenariats particuliers avec certaines régions, avec j'imagine des régions donc localement, peut-être avec qui vous êtes dans une forme de jumelage ou je ne sais quoi. Est-ce que votre action se limite, se circonscrit à ces régions avec lesquelles vous êtes partenaire, ou est-ce que vous pouvez envisager d'aller au-delà? Alors, là où on a des partenariats, on a vraiment des subventions de la région, je dirais, hors cadre de l'appel à projet, un peu comme l'évoquait Hervé. La région peut financer des projets dans ces territoires de partenariat. C'est vrai que le projet de télémétrie a été initié de cette façon-là, au travers du partenariat qu'on avait avec la région du Bélier en Côte d'Ivoire. Par contre, la région est aussi très investie dans un réseau qui s'appelle l'Association internationale des régions francophones, qui fédère 180 régions francophones. Oui. Ce réseau a été, je dirais, créé par la région Auvergne-Rhône-Alpes et deux de ces régions de partenariat. À l'époque, Tombouctou et Rabat-Salé-Kénitra, ce sont les trois régions qui sont à l'origine de l'AIRF et qui permettent du coup une ouverture beaucoup plus large. L'appel à projet, on n'a pas ouvert sur la totalité des territoires francophones, mais on l'a ouvert quand même beaucoup plus largement que les zones de partenariat de la région. Et à ce propos, une petite question pour Monsieur Tidière qui me revient et qui m'est venue aussi en voyant vos diapositives où on a vu un certain nombre une photo qui représentait, j'imagine, une réunion d'information ou de présentation. Quel est le rôle des élus locaux dans les pays concernés dans ce type de projet? Parce que j'imagine qu'ils ont droit au chapitre à un moment donné aussi. Et voilà, quelle est leur contribution, quel est leur rôle dans la réussite de ces projets? Alors non seulement ils ont voix au chapitre, mais c'est eux les décideurs finaux. C'est ça. Et c'est toute l'astuce de ce genre de projet. Et justement, c'est ce que nous permet. J'entendais tout à l'heure, je ne sais plus si c'est Hervé ou Anne-Sophie qui disait que dans le secteur de l'eau, ça avance beaucoup. Pourquoi ça avance beaucoup? Parce que justement, du fait des outils qu'ont monté la région et les agences de l'eau, on peut préfinancer, si vous voulez, ces études de conception. Pour répondre à la question de monsieur, tout à fait, en fait, il y a une architecture de projet à mettre en place, à la fois une architecture ou une ingénierie technique, mais financière. Et l'autre astuce, excusez-moi l'expression, c'est en fait de monter le projet avec les acteurs locaux. Ah oui. C'est eux qui vont mettre en avant les difficultés, où on va percevoir dans les échanges avec eux, on va percevoir où sont les phénomènes de blocage, qu'est-ce que leur culture leur permet d'admettre ou ne leur permet pas, comment est-ce qu'on contourne ces blocages. Et en fait, c'est ce que Rallye a dit tout à l'heure, c'est-à-dire en fait, on fait de la co-construction. La demande est faite,
on travaille avec les décideurs locaux et on leur demande petit à petit de répondre aux questions de la chaîne de cause à effet en définitive. Et on conçoit, ce faisant, le projet avec eux. Et in fine, quand on présente le projet, c'est leur projet, c'est plus le nôtre. Dès lors, on a levé 80% des obstacles. Des obstacles, oui, tout à fait. Voilà. Merci pour ce rappel et cette information complémentaire. Je me tourne une dernière fois vers vous dans les minutes qui nous restent, au cas où vous auriez d'autres questions. Sinon, je me permettrai encore peut-être une question pour l'un ou l'autre d'entre vous. Je me demandais, Monsieur Gilliard, on a bien compris votre proximité avec la région sur ce type de projet. Quel est l'intérêt pour une agence de l'eau de porter ce genre de partenariat avec une région dont on comprend, pour parler, sans parler en lieu et place de Madame Douza, mais ça fait partie des prérogatives, des compétences d'une région de porter aussi et d'accompagner les acteurs économiques, y compris à l'international. Quel est l'intérêt objectif pour l'agence? Bouton vers le haut. Excusez-moi. Voilà. En fait, alors, comme je l'ai montré au début, en fait, on est vraiment dans un écosystème partenarial. Et l'idée de fédérer nos efforts, de travailler avec les régions, c'est aussi de répondre à nos objectifs de façon complémentaire. C'est vrai que les agences de l'eau n'ont pas la vocation de faire du développement, enfin d'appuyer ou de favoriser le développement économique, mais quelque part, indirectement, quand on favorise l'accès à l'eau et à l'assainissement, dans les projets qu'on regarde, on a de la technologie. Quand on parle de dessalement, quand on parle de télémétrie, derrière, quand on a un projet porté par une association, porté par une collectivité, il y a souvent une assistance à maîtrise d'ouvrage qui peut être privée, qui peut être aussi associative, etc. Donc, quelque part, voilà, c'est pas explicite, mais implicitement, on a souvent de la coalition d'acteurs. Donc là, ça permet vraiment aussi de s'engager sur des solutions innovantes. Ça permet de renforcer aussi nos actions, notamment en Afrique de l'Ouest, où on est quand même sur des pays qui sont aujourd'hui prioritaires pour l'aide publique au développement. La loi d'août 2021 l'a redéfinie. Et puis ça permet, je dirais, alors pour nous aussi, que je disais tout à l'heure qu'on avait nos porteurs de projets bassins, donc associations collectivités, qui sont sur l'ensemble du territoire Loire-Bretagne, qui est relativement important. C'est quand même 30% du territoire métropolitain, avec finalement une dynamique qui est très forte dans l'ouest du bassin, mais qui est moins importante dans l'est du bassin, et ce qu'on souhaite aussi. C'est pour ça que je suis heureux aussi d'entendre un porteur qui peut être amené à s'engager aussi en matière de solidarité internationale. C'est aussi d'avoir des dynamiques sur le territoire de la région Rhône-Alpes qui nous concernent, dans les départements du Puy-de-Dôme, de la Loire, de l'Allier, et qu'on puisse aussi engager aussi une opération qui permette d'embarquer différents acteurs, de fédérer les efforts, parce que finalement on a des objectifs complémentaires, et puis avoir des projets qui sont structurants. C'est-à-dire que nous, ce qu'on souhaite, c'est finalement on partage aussi ces valeurs-là. C'est-à-dire on a parlé d'engagement, on a parlé de pérennité, on a parlé de durabilité. C'est-à-dire que nous aussi, dans notre philosophie, c'est que quand on appuie un projet, on regarde si les conditions de son inscription dans le temps sont réunies ou non. Et donc c'est vraiment l'intérêt de ce type d'appel à projet-là, c'est qu'on est sur des projets structurants. Et pérennes. Comme vous l'avez tous, d'une manière ou d'une autre, rappelé, l'intérêt de voir loin. Écoutez, en l'absence d'autres questions de la salle, je vais vous remercier, Monsieur Gillard, entre autres, pour la co-organisation et le pilotage de cette table ronde. Monsieur Tidière, de même. Merci, Madame Douza, pour votre présence, pour tous ces rappels, et merci pour vos illustrations et vos témoignages, Monsieur Alamy et Monsieur Rilly. Je vais proposer à l'assistance de vous remercier également par quelques applaudissements pour avoir bien voulu vous exprimer devant nous aujourd'hui. Et encore une fois, comme je vous le disais, n'hésitez pas à faire progresser vos messages aussi à travers la vidéo qui sera disponible sur le site de Cyclo, que vous pourrez diffuser plus largement également. Merci à vous, bon appétit à toutes et tous, et je vous donne rendez-vous cet après-midi à 14h pour une ultime conférence dans le cadre de cette édition Cyclo 2022. Bonne journée à toutes et tous. 3, 2, 1.